Dernière séquence, un jeu de miroir, un benchmark entre les périmètres d'Opco EP et celui de Constructis. La construction, quelle similitude, quelle spécificité, quelle piste explorer dans l'accompagnement des entreprises et salariés, des organismes de formation aussi. 3 intervenants pour en discuter, Sébastien Boulot de Constructis, Franck Lenuellec du 3CA BTP et Arnaud Muret d'Opco EP. Bonjour messieurs, Sébastien, le micro. Déjà peut-être quelques mots pour nous présenter le champ, les caractéristiques principales de Constructis. Le champ du signe. Je prends mes notes. Espérons que non. Alors ça va être des mots, ça va être des chiffres. Vous connaissez tous les opérateurs de compétences, mais donc Constructis, c'est 3 branches professionnelles, pas beaucoup, mais elles sont grosses. On a le bâtiment, travaux publics et le négoce de matériaux de construction. 250 000 entreprises, 200 000 TPE, donc essentiellement un tissu de moins de 11, et on couvre 1,6 million de salariés. On finance 400 000 formations, dont 100 000 alternants tous les ans. Quoi dire d'autre, 440 collaborateurs et 1,2 milliard de fonds gérés. Voilà. Parfait, c'est net. Franck Lenuellec, même exercice, 3CA BTP, quelques mots pour présenter votre organisme. Merci. Donc 3CA BTP, un organisme paritaire qui existe depuis 82 ans et donc qui aujourd'hui accompagne à peu près 1300 établissements de formation donc, qui forment le métier du BTP, ce qui représente à peu près 63 000 entreprises formatrices, 105 000 apprentis du niveau CAP jusqu'au niveau Bac+5. Et donc nous avons 4 domaines d'activité stratégique. Le premier, c'est la promotion, attractivité des métiers du BTP. Le deuxième, c'est le développement de la compétence et de l'excellence pédagogique. Le troisième, c'est le développement de certification. Nous sommes organisme de certification. Le quatrième, c'est la partie expérimentation, innovation et aussi financement. Nous sommes financeurs à hauteur de 50 millions d'euros par an. Et enfin, le dernier poste qui constitue les études, la prospective et la visée stratégique pour anticiper les grandes mutations. Parfait, on va avec vous trois explorer les divergences, les similitudes, les spécificités et voir quels enseignements on peut en tirer, aussi d'un point de vue d'Opco par rapport à son offre de services et au meilleur accompagnement possible des entreprises et des salariés. Pour planter le décor, Sébastien Boulot, quelques éléments tout d'abord un peu sur le cadre dans lequel évoluent les entreprises de la construction aujourd'hui. C'est un cadre qui est très particulier et qui est beaucoup dans le viseur des politiques publiques. Oui, c'est vrai parce qu'on a quand même en poids d'émissions de gaz à effet de serre. On représente on produit 25% de gaz à effet de serre. Et sur la consommation énergétique de toute la France, on en consomme 44%. Voilà. D'où les politiques de rénovation énergétique et de décarbonisation de la construction. Voilà. Et donc ça veut dire qu'on a un enjeu fort parce que tout ce qu'on fait maintenant a une empreinte sur, allez, on va dire, les 30, 50, 100 ans à venir. En boulangerie, j'imagine que si on ne fait pas tout de suite du décarboné dans la semaine, on peut se rattraper sur l'autre semaine. Aujourd'hui, là, on construit pour les 50 prochaines années. Oui, donc finalement, c'est le premier secteur producteur d'empreinte carbone. Et puis, il y a un poids des réglementations. On a beaucoup parlé de normes, particulièrement fort quand même, avec des objectifs assez ambitieux liés à la stratégie nationale bas carbone. Poids des réglementations, poids des aides publiques, poids de la commande publique qui marque beaucoup le secteur. Alors justement, comme on pèse beaucoup, et puis c'est une activité, c'est 8% du PIB, c'est une activité qui est assez encadrée. Depuis très longtemps, on avait déjà la réglementation thermique de 2012 qui a été remplacée par le RE 2020 qui est sur la performance énergétique et environnementale. Se rajoute à ça beaucoup de normes. On a le zéro artificialisation nette, la ZAN. On a le décret tertiaire pour les surfaces de plus de 1000 m² sur la performance énergétique. On a la REP, la responsabilité élargie aux producteurs. Ça veut dire que les producteurs de matériaux, ils font payer une taxe dans leurs matériaux pour pouvoir recycler
mettre tout un système de recyclage avec des bennes, et tous les professionnels sont obligés de s'y plier. Et j'oublie certainement d'autres normes. À cela s'ajoutent des objectifs. Alors on part de l'Europe avec le fameux Green Deal européen, avec Fit for 55. On a 2050, zéro carbone, neutralité carbone. 2030, 50% de moins d'émissions. À partir de ça, chaque pays construit sa feuille de route. Nous, c'est la CNBC, c'est la stratégie nationale bas carbone. Et dedans, on a des objectifs. Tous les ans, on doit rénover 600 000 logements, avec les passoires, etc. On doit, dans l'objectif jusqu'à 2030, remplacer 650 000 chaudières, fuel, gaz. On doit les convertir. Et on doit poser 1 million, ça c'est Macron, c'est comme les apprentis, 1 million de... Chiffre je vous demande, 1 million de quoi? Bon, les bâtisseurs, là, Fab, il y avait un OF qui est dans le bâtiment, là. Voilà, alors, 1 million de quoi d'ici 2030? Non. Référence EFIBAT quand même, c'est une honte. Pompe à chaleur. 1 million de pompes à chaleur. Ah non, vous ne le faites pas alors, d'accord, vous en faites d'autres. Vous êtes excusé alors. Ok, Joker. Il y a un joker. Un seul joker. Hein. Et alors donc du coup, bon, voilà, on a beaucoup d'objectifs, on va dire, dis donc, on a un business d'enfer. Bah oui, mais il faut dire qu'on est lié aussi à la commande publique. La commande publique, on connaît l'état des finances publiques, même s'il y a des grands chantiers, il y a 6 EPR à construire, donc ça fait du monde. Il y a toute l'infrastructure à verdir, à maintenir. Et puis après, donc, c'est-à-dire qu'on a la commande publique, on a la commande privée. Bon, les entreprises elles se financent elles-mêmes. Il y a les grands promoteurs. Puis surtout, il y a les particuliers. 600 000 rénovations, tu fais payer ça comment? C'est vous et moi. On connaît les problématiques de pouvoir d'achat, de salaire, de revenus moyens des ménages. Comment on fait pour faire des rénovations totales à 600 000 tous les ans? Donc du coup, on a la prime Rénov', on a justement les aides publiques, la prime Rénov'. Mais dont les fluctuations voilà. facilitent pas le positionnement des acteurs. Là, on est à 1,9 milliard 2025 et on était à 3,7 milliards l'année dernière. Et en plus, on doit garantir la garantie avec la bataille des monogestes, c'est-à-dire changer ses fenêtres ou globalement une rénovation globale. Et puis bon, ça c'est la carotte. Et puis après, le bâton, c'est le diagnostic performance énergétique, c'est-à-dire que si tu n'as pas la bonne lettre, tu loues pas, tu vends pas. Donc voilà, on se trouve dans ce contexte. Et donc du coup, le marché de la rénovation, il stagne. Il augmente moins vite qu'attendu. Voilà, le neuf, c'est la dégringolade parce que la ZAN, on ne peut plus maintenant étendre les constructions neuves dans nos campagnes. Donc on est très limité. Donc le neuf tombe, la rénovation stagne. Voilà. Oui, et donc quand on écoute tout ça, on se dit c'est quand même un contexte très particulier avec énormément d'injonctions. Et pour autant, Arnaud Muret, les similitudes, et je pense que nos interlocuteurs s'en sont rendus compte en assistant à nos échanges, les similitudes entre les deux champs sont quand même assez fortes. Oui, c'est ça qui est assez surprenant. De prime abord, on peut sembler très différent. Là, ce que Sébastien rappelait, c'est le contexte normatif qui s'impose au secteur d'activité de la construction en général. Il a parlé de carottes et de bâtons. C'est vrai que ça peut être stimulant, une carotte. Les deux secteurs, nos secteurs d'activité, je vois les gens qui... Je ne sais pas à quoi vous pensez. Donc... Difficile de reprendre après ça. Ouais, après Sébastien, je vais devoir donner des bons points, des mauvais points. Non, tout ça pour dire que de prime abord, le secteur de la construction qui est extrêmement normé, on a vu, il a posé les enjeux, les chiffres. Nous, le nôtre est bien discret. Et pour autant, quand on rentre dans la pratique, Sébastien l'a dit, en fait, on est sur les gestes. Il parlait, par exemple, sur le changement des fenêtres. Finalement, quand on commence à rentrer dans le métier, il y a une contrainte normative pour baisser les émissions de CO2, mais le fond de leur métier est toujours le même. Ils changent des fenêtres, ils construisent des murs, avec tout le respect que j'ai. Le fondement, vous ne faites pas des pyramides, ça fait 2000 ans, mais le métier, le fondement du métier est le même. Oui, et quand on regardait, nous, nos métiers, en fait, on parlait de nos gestes, en fait, on a introduit, comme vous, dans nos métiers, la préoccupation de la transition énergétique.
elle se retrouve, et ça a été évoqué un certain nombre de fois là, à travers tous les exemples, c'est que finalement, cette préoccupation a été intégrée, on le voit dans l'enquête des CFA, on le voit avec les référents, elle est intégrée dans nos métiers. Et donc, d'un côté, c'est parce que c'est rendu très visible par le normatif, mais finalement, de l'autre côté, ou de prime abord, on peut se dire c'est quelque chose de plus diffus, c'est aussi présent. On pourrait ajouter d'ailleurs deux autres points communs, c'est énormément de TPE, un poids des TPE très très fort et une appétence pour la formation qui est somme toute quand même assez peu développée si on met de côté les formations réglementaires. Franck Lenuellec, sur l'aspect souligné par Arnaud Muret, vous partagez le constat que finalement assez peu de nouveaux métiers, pas forcément de nouveaux gestes métiers, mais plutôt de nouvelles manières de faire pour lesquelles voilà, il peut y avoir des réponses, parfois des réponses des producteurs eux-mêmes, pas forcément de l'offre de formation. Oui, en effet, il n'y a pas réellement de nouveaux métiers, alors si ce n'est qu'on le voit, il y a quand même l'émergence de nouveaux métiers, on le voyait tout à l'heure avec Sébastien. Il y a aujourd'hui des métiers qui évoluent. Si je prends un métier qui est fondamental au niveau de la construction, c'est le métier de maçon. Le métier de maçon, comme tu l'évoquais Sébastien, jusqu'à présent c'était de construire, demain ça sera de reconstruire. Ça sera de reconstruire et de rénover. Donc le métier de maçon qui est de monter un mur, eh bien, deviendra, je dois reconstruire un mur, et je dois reconstruire un mur qui a été isolé par l'extérieur aujourd'hui, donc on parle d'isolation par l'extérieur, donc il va y avoir des composantes additionnelles, et il va y avoir aussi des considérations liées à la déconstruction. Donc d'aborder l'ensemble du cycle de vie du bâtiment qui vont influer sur ce métier-là. Et donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, aujourd'hui, nous avons toujours 100 métiers. Donc ce sont les centres de formation métiers du BTP qui sont basés sur 100 métiers. Et donc ensuite, sur ces 100 métiers, il y a un pourcentage, moins de 10%, eh bien, qui sont ajustables pour que l'on puisse intégrer des composantes de réemploi, d'économie circulaire, liées à la transition énergétique et transition environnementale. Et ensuite, eh bien, j'aime bien cette notion-là, parce que moi, pour ma part, je viens de l'automobile, et pas forcément de la construction, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce tronc commun des 100 métiers, des formations initiales, va être complété par des formations du dernier kilomètre, et pas forcément les formations réglementaires, mais ces formations courtes qui vont nous permettre, eh bien, au même titre que la certification chargée d'affaires rénovation énergétique du bâtiment, qui vont nous permettre de s'adapter spécifiquement aux enjeux territoriaux. Oui, avec parfois d'ailleurs des adaptations régionales. On parlait de coloration en fonction de tels matériaux, le bois, par exemple, des régions qui produisent énormément de bois ou des manières de produire à la chaux ou autres qui peuvent donner lieu à des certifications colorées régionalement ou territorialement. L'exemple du maçon dont le métier se transforme, ce matin, il y avait l'exemple de la tartelette à la fraise. Surgelée et fraîche. Surgelée et fraîche dans la transformation de la manière de faire. En fait, là, on voit bien que cette façon de faire, où au départ on monte un mur, après on est sur de la rénovation, mais finalement c'est le métier qui se transforme progressivement, comme ce matin, où ce sont les acteurs qui ont cette préoccupation. Ce matin, dans les métiers de l'artisanat alimentaire, on a eu exactement la même démonstration. Et en réalité, même si je dirais la finalité, on fait un mur, de l'autre côté on fait une tartelette, même si la finalité est différente, dans le process et la démarche, on est exactement dans la même chose. Et donc c'est toute la société, c'est très intéressant de voir que finalement toute la société est embarquée dans ce mouvement. Pour Constructis, Sébastien Boulot, c'est quoi l'enjeu des compétences à développer ? On voit qu'il y a des métiers de niche, encore une fois, sur des niveaux plutôt très qualifiés, mais pour l'ensemble des métiers qui peuvent être touchés par différentes dimensions, mais pas le cœur de métier. Du coup, ça appelle quel questionnement quand on est OPCO ? C'est-à-dire qu'il y a le débat, est-ce que c'est des nouveaux métiers, etc. Avec Franck, on regardait sur France Compétences les métiers émergents, il y en a quelques-uns. Néanmoins, c'est vrai qu'on continue à construire des murs, mais c'est vrai qu'il y a une différence entre les TPE et les grandes boîtes. C'est-à-dire qu'en effet, dans les TPE, ils doivent développer toutes leurs compétences, ils doivent connaître les normes, ils doivent être juristes, ils doivent être écologues, ils doivent être jardiniers, ils doivent connaître tout. Après, quand vous rentrez dans des grosses boîtes, vous avez pour dire peut-être pas les nouveaux métiers, mais des nouveaux postes, parce qu'ils se concentrent. Vous avez sur des chantiers des gens qui vont se charger de repérer et de protéger la biodiversité. Ça, avant, sincèrement, le maçon, il s'en foutait un peu, quoi.
Et là, ils reconnaissent les plantes endémiques, ils les protègent, ils les déplacent, ils changent les cours d'eau. Et ça, on l'a sur le tri des déchets, parce que même si on connaît, même déjà nous, avec les poubelles jaunes, bleues, machin, on mélange les trucs, ou c'est pas les mêmes choses dans les mêmes régions, et ben là, c'est pareil avec, je sais plus, on a au moins 6 bennes différentes, et il faut les trier. Donc c'est un métier, et dans certaines boîtes, il y a quelqu'un qui s'occupe que ça. Ensuite, vous avez aussi tous les risques environnementaux. Avec les gonflements, retrait de l'argile, il faut qu'ils soient au courant, ils connaissent qu'est-ce qui va se passer et comment on va renforcer le bâti. On a ça aussi sur les normes. Aujourd'hui, il y a tellement de normes, vous en citez les normes, les objectifs. Quand vous avez un client pour lui vendre un truc, oui, alors ça devient quasiment des juristes. Donc on a des niches, on a des emplois qui se forment dans les grandes boîtes. Et ça, on le retrouve au 3CA dans l'offre de formation, on le retrouve chez les majors du BTP qui peuvent avoir des formations aussi internes, parfois très pointues très sur ces métiers-là. Mais ça, c'est quand même plutôt les grosses entreprises, les ETI ou les très grosses entreprises. Si on redescend à la maille de l'énorme majorité de très petites entreprises, notamment dans le bâtiment, je mets de côté les travaux publics. Qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est quoi les enjeux de développement des compétences ? Est-ce que ce sont des enjeux... En gros, c'est ce qui a un peu été dit ce matin sur le périmètre de l'OPCOP. Est-ce que ce sont des enjeux de développer, peut-être de manière interbranche, un certain nombre de compétences transverses sur, par exemple, la politique d'achat durable, etc., sans forcément spécifier à un métier ? Ou est-ce qu'il y a une autre manière d'aborder l'évolution de l'offre de formation ? Pour répondre, on n'est pas enregistré là, non ? Bon, ok, je peux dire. Vous répétez pas. Ok, non, c'est pas vrai. En effet, on a tout à l'heure Madame Vigneault l'évoquait sur les secteurs économiques oligopolistiques dont on fait partie. Et du coup, en effet, si on parle des TP, ils sont super organisés, voilà. Et eux, ils ont pris ça comme une opportunité. Vous prenez le bâtiment. Ils sont toujours sur un lobbying un peu économique. Il faut du business, c'est pour ça qu'ils font du lobbying sur la ZAN, pour pouvoir la reculer, etc. Donc ça veut dire que quand en plus on a que les entreprises, on finance que les entreprises de 300, puisqu'on a une conventionnelle, tout ce qui est au-dessus, ça nous échappe. Et puis aussi, il y a tout le travail, tu parlais tout à l'heure, des producteurs qui forment à la pose des produits, ça nous échappe aussi. Et ça, c'est super important, parce que la formation à ces nouveaux procédés, matériaux, même si ça ne change pas le geste, parce que ça reste la même matière, ça a un impact. Nous, globalement, on a les 200 000 entreprises, j'allais dire, elles s'en foutent de la transition écologique. Elles veulent du business. T'as une TPE, s'en fout. C'est un peu comme les agriculteurs où ils disent, mais attends, c'est quoi ces normes, ces trucs, ces bureaucrates, qu'est-ce qu'ils nous font ? Et donc, parle de l'offre de formation. Alors la sensibilisation, certes, c'est pas pour nous de la formation, mais on est au stade de dire, quand même, on va faire un effort pour qu'ils commencent à y croire. Ouais. Et en termes d'offre de service, alors du coup, ça passe par quoi pour arrimer toutes ces entreprises et avoir une entrée qui ne soit pas écologique, mais qui puisse être économique, peut-être d'opportunité. Alors oui, c'est vrai qu'on a testé la sensibilisation avec les fresques. Bon, la fresque, c'est pas mal parce que du coup, ça culture, mais la limite de la fresque, nous, dans notre secteur de la construction, c'est que ça fait flipper. Voilà. On a fait ça avec des professionnels, les gars ils disent on saute de la fenêtre ou on se taille à de les veines. Donc ils se disent le truc est énorme. Et quand tu dis 2 semaines après, tu te souviens de quoi ? Chaud là, j'ai oublié quoi. Donc nous c'était compliqué de s'immiscer là-dessus, même si on en fait, même si on en finance dans le cadre de certains parcours, etc. Et donc on a construit dans notre offre de service, alors on ne va pas vous faire le déballage, mais on a travaillé un outil on va dire ludique, un jeu qui s'appelle Défi Éco 2050. En fait, c'est un jeu de plateau. Il n'y a pas de web, il n'y a rien, c'est pas numérique, c'est du distanciel, du vrai. Et on les met tout de suite en compétition sur la connaissance de l'impact de la transition écologique sur les compétences. Et là, ils ne se posent pas de questions si on va mourir demain, mais là, ils répondent globalement dans leurs gestes à eux, etc. Et donc, on les met en dynamique pour qu'on puisse identifier, quand on est au sein de l'entreprise, leurs problématiques, les sujets, les réflexions, pour après les connecter à notre offre de service, l'offre de formation, etc. Ça, c'est un jeu qui a été fait en partenariat ou qui est administré et animé en interne ? En partenariat avec nous-mêmes. Non, on l'a fait à l'interne, c'est les équipes, d'ailleurs, elles sont là-bas. Elles ont fait un travail pendant 18 mois. On voulait une fresque au début, je voulais une fresque de compétences, et on a fait un jeu qui, avec différents niveaux et qui a un impact. Et d'ailleurs, les CFA veulent nous l'arracher, parce qu'il n'est pas culpabilisant, quoi. On parle compétences, on est sur un autre niveau.
Mais il y a cette idée que demain, ce jeu, il pourrait servir de première approche sur 1h30, 2h, Oui, c'est à 2h30. peu près ça. Première Ouais. approche par rapport aux entreprises qui pourrait C'est du le but. coup, qui nécessiterait une montée en compétence de tous les conseillers, enfin d'une grande partie des conseillers de Constructis pour être... C'est le cas. On a formé, je crois, combien on a formé je crois que c'est plus d'une quinzaine, non 3 par région, je crois, non, une trentaine d'animateurs de ce jeu, pour après le démultiplier. Après, donc ça, il y a la sensibilisation. S'ils n'y croient pas, ils ne vont pas le faire. On les ennuie. Moi, je vais en région, ils disent de temps en temps, arrêtez de nous saouler avec cette TE. Après, vous avez un problème de modèle économique. Quand on les fait travailler, les gens ils nous disent, ouais, ok, mais globalement, comment on vend le truc? Parce que c'est cher, la transition écologique. Elle a un coût. Comment je fais pour le vendre? Donc, ils sont dans ce truc entre eux. J'ai mon carnet de commandes et comment je le vends? Les grosses boîtes, c'est une opportunité. Elles ont vu ça comme du business, elles y vont. Les petites boîtes, c'est compliqué. C'est ça. D'où la question du PCRH, où nous, on essaye de le tordre pour faire un PCRH TE, pour les aider à changer leur modèle économique avec la répercussion sur les compétences. On a un peu de mal dans certaines régions qui ne veulent pas de TE dans leur PCRH, mais sinon, c'est un bon outil. Mais est-ce que ça ne veut pas dire, Arnaud Miret puis Franck Le Nuellec, que du coup, il faut insister dans la montée en compétences sur une offre de formation qui aiderait justement à faire le marketing de la transition écologique et les uns et les autres à développer des argumentaires dans la vente de produits, de services, enfin dans leur business respectif? Alors, en écoutant la description de Sébastien, je viens de prendre conscience de la différence d'approche par rapport au marché. Sébastien, en rappelant la quantité de normes qui s'imposent au secteur où les entreprises finalement doivent rentrer de fait dans ce secteur, doivent trouver les façons de s'adapter. Si je prends les branches de l'OPCO-EP, la problématique est un peu différente, même si le résultat est à la fin le même. Si je prends les coiffeurs dans leur préoccupation de la transition énergétique, c'est simplement qu'ils se posent la question de l'usage de l'eau. En fait, il n'y a pas une norme qui leur dit utiliser moins d'eau pour laver les cheveux. Mais vu le prix de l'eau, vu le prix de ces matières premières, finalement, c'est une adaptation au marché s'ils veulent continuer demain à rendre un service qui soit achetable quand on va se faire couper les cheveux. De la même façon, les marailleurs, vous ne connaissez aucune norme sur le fait d'émettre moins de CO2 pour la levée des filets de poisson. Je crois que personne n'a entendu parler de cette norme. Pour autant, où avant, il fallait, donc, avec le réchauffement climatique, la surpêche, la baisse des réserves halieutiques, je ne vais pas vous faire toute la litanie. Aujourd'hui, dans certains CFA, j'ai pu en visiter un à Boulogne-sur-Mer, où il fallait presque 5 tonnes de poissons pour former un apprenti. Ils ont mis aujourd'hui un dispositif avec des tablettes qui montrent la morphologie des poissons dans la façon de faire. Et il ne faut même pas 2 tonnes et demie, à peine 2 tonnes et demie, voire 2 tonnes de poissons pour former le même marailleur. Donc, à la fin, on voit tous les bénéfices, on est pleinement dans la transition énergétique, mais la contrainte qui a amené les uns et les autres à se poser la question partent de points différents, et pourtant la pratique à la fin se transforme. Et c'est assez vraiment là, quand on écoute les discours, avec tout ce qu'on a vu ce matin dans les exemples, on voit cette convergence. Et c'est très intéressant, me semble-t-il. Franck Le Nuellec. Oui, alors, moi, je rejoins pleinement à ce que dit Arnaud Muret. Il y a une vraie nécessité à travailler sur l'hybridation des parcours de formation pour arriver à intégrer cette transition écologique, cette transition environnementale. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une notion aussi de capacité à bouger. On sait qu'aujourd'hui, dans le bâtiment, l'âge moyen, c'est 45 ans, 45-46 ans. On sait que d'ici à 2030-2035, on va presque affleurer les 50 ans. Donc ça veut dire qu'à 50 ans, on ne change pas. À 50 ans, on change beaucoup moins, pardon. à 50 ans, Alors, on change beaucoup moins. Nombre de personnes concernées dans la salle. Bon, les moins de 50, vous pouvez sortir. Bon, je dirais que nous sommes moins poreux au changement. Voilà.
En revanche, ce qu'il faut avoir à l'esprit, et ça c'est quels que soient les secteurs, et je dirais a fortiori, je dirais au niveau des entreprises du bâtiment comme au niveau des entreprises de proximité, c'est que 50% de la population active demain, d'ici à 2035, sera composée de jeunes qui sont actuellement soit la génération Z, soit la génération Alpha. Donc qui là doivent être exemplaires. Et donc c'est intéressant, c'est même essentiel de comprendre ça. Parce que je dirais que nous, aujourd'hui, quand je dis nous, c'est nous les quinquas, ou les quadras, c'est de se dire, nous aujourd'hui, on va penser transition écologique, transition environnementale, sur le changement des usages. Sauf que ce qu'il faut introduire au niveau de cette jeune génération, c'est le changement de comportement. Et ça change tout. Parce que le comportement, c'est intrinsèque. Et donc le comportement, ça agit sur ce que l'on va faire tous les jours. Je prends l'exemple que tu évoquais, Sébastien, tout à l'heure. Quand on prend le bilan carbone, on aura beau faire le bâtiment le plus décarboné du monde, si l'utilisateur, si l'habitant de ce bâtiment continue à ouvrir les fenêtres alors que le chauffage tourne, ça ne servira à rien. Et donc en fait, c'est ça la différence. Et donc c'est ce qui nous amène nous aujourd'hui à introduire de plus en plus de dispositifs, d'essaimer dans les dispositifs de formation, cette notion de transition environnementale. Oui, mais est-ce que finalement c'est pas plus simple en termes de formation initiale par rapport à des jeunes nouveaux entrants, parce que les parcours ils peuvent être revus, les certifications, etc. Et beaucoup plus compliqué sur la formation continue, sur des salariés en poste qui dans des TPE souvent ont quand même du mal à se former à partir un jour, 2 jours, 3 jours, voire plus. Est-ce que ça interroge pas aussi sur le type de format et sur la manière de vendre, enfin voilà, de proposer ces parcours, de les rendre essentiels, indispensables? Alors, si, je dirais qu'il faut les rendre attractifs. Il faut les rendre attractifs pour le chef d'entreprise. Donc nous, quand on reprend les chiffres, 95% des entreprises du BTP sont des entreprises de moins de 10 salariés. Donc ça veut, et quand on regarde encore un peu plus, pratiquement plus de 80% sont des entreprises où il n'y a un seul ou pas de salariés. Donc on voit bien la capacité, on va dire, notre devoir d'arriver à travailler sur l'attractivité, à travailler sur des formations courtes qui ne grèvent pas aussi l'activité de l'entreprise. Et il faut aussi prendre en considération un élément qui est la taxonomie. Donc ça, c'est un élément clé. Donc il faut travailler sur le retour sur investissement à court terme, sur les coûts directs et les coûts indirects. En vous écoutant, Franck, il m'est venu une anecdote que l'on m'a racontée dans un CFA encore du Nord, où ils sont il y a des CFA d'une très grande modernité dans tout ce qui est alimentaire, boulangerie, pâtisserie. Ils ont des fours, c'est des fours 5.0, c'est splendide. Donc justement, ça va dans le sens de ce que vous disiez, les responsables de CFA comme vous sont très impliqués, disent il faut changer la jeunesse, il faut l'emmener avec une autre vision. Ils y arrivent très bien. Donc ils forment des apprentis, mais qui sont au taquet sur cette question. Et alors le retour que l'on a, c'est que les apprentis, quand ils arrivent dans l'entreprise, ils sont ingérables. Parce qu'ils commencent à dire mais c'est quoi ce four? Parce que eux, ils travaillaient sur un 5.0, ils arrivent sur un grille-pain, et là, ça frotte. C'est-à-dire que le jeune, quand il arrive dans l'entreprise, là, d'un coup, c'est retour vers le futur. Et là, d'un coup, on se retrouve dans une espèce de confrontation de génération. Alors, c'est pour le coup qu'on entend parler des Z, des alphas, de tout ce qu'on veut, parce que les chefs d'entreprise font le retour en disant attention, c'est très très bien tout ce que vous êtes en train de faire sur cette jeunesse, mais nous, et là ça renvoie à la rénovation, on n'a pas eu les moyens de s'adapter à toute cette transition énergétique. Et donc, à la fois, on crée de la frustration, on crée des jeunes qui se mettent à couiner, et c'est pas évident à gérer cette tension. C'est-à-dire que il faut que notre société reste cohérente globalement, quel que soit l'âge. Et là, on a une part de responsabilité en tant qu'OPCO, avec les CFA, de comment on impulse globalement toute cette politique publique, sans créer finalement de fractures entre une jeunesse qui est déjà éco-anxieuse, et on le voit sur toutes les maladies, les RPS, sur cette jeunesse qui est très très éco-anxieuse, et
Et finalement, les chefs d'entreprise qui disent mais attendez, tout ça, je vais pas le faire à la Sébastien, mais on entend la même chose sur le retour de ce que impose finalement cette transition énergétique à ces chefs d'entreprise qui disent mais moi je peux pas être à la pointe de toutes les normes, c'est impossible, j'en oublie la moitié, et ils sont de bonne volonté, mais ils disent moi j'ai autre chose à faire, quoi. Oui. Avant de permettre à la salle de réagir, rebondir, contribuer, Franck Lenelec, peut-être un mot, je reviens sur cette approche par rapport aux salariés des TPE. Si tout le monde est d'accord pour dire que c'est compliqué d'avoir une approche métier sur les salariés de TPE, puisque finalement le métier il est multiple. Souvent un poste comporte énormément de missions différentes, beaucoup de dimensions différentes. Comment peut-on aller vers une approche transverse, peut-être en mixant les salariés de différentes entreprises, de différentes branches professionnelles? Quelle peut être l'approche qui permettrait de proposer des cursus courts et attractifs? C'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est l'approche par la compétence. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'approche par métier est clivante. Elle segmente par des grandes verticales. Et pour moi, il est essentiel de décloisonner à l'intérieur d'une même filière et de décloisonner à l'intérieur de plusieurs filières. Et donc, moi, c'est pour ça que je vous remercie, messieurs, de m'avoir invité aujourd'hui, parce que c'est essentiel de pouvoir se dire, nous sommes différents, mais en même temps, nous partageons des enjeux communs. Et c'est ce qui est intéressant. Et toute la matinée, j'ai pu assister aux tables rondes, et on voit bien qu'il y a des similitudes, il y a des passerelles à créer, et qui font que des entreprises, des TPE, du BTP ont les mêmes problématiques que des entreprises de proximité. Et donc, vous êtes sur se nourrir, se loger, se divertir. Nous sommes sur habiter. Moi, votre commentaire m'inspire une réaction, parce que en préparant en fait ce dialogue sur la transition énergétique, la question qu'on s'était posée, c'est finalement avec quel secteur, d'un point de vue de financement, on a le moins d'interaction. Parce que l'OPCO-EP, compte tenu de la diversité, on est quasiment en contact avec les 3/4 des CFA. Or, il y a un secteur d'activité pour lequel nous avons quasiment aucune interaction, c'est le vôtre. Et donc, on s'est dit, finalement, allons regarder celui qu'on connaît vraiment le moins, pour lequel on a le moins d'interaction, et regardons si finalement il y a... Et c'est en préparant qu'on a vu qu'il y avait finalement des déterminants communs. Avec en plus, Arnaud, une offre de formation qui est très dissemblable, avec des gros acteurs forts, puissants dans la construction, très disséminés et éparpillés sur le champ d'OPCO-EP. Exactement, ça c'était Sébastien. Et c'est vrai que l'appareil de formation du bâtiment est très structuré, ce qui en fait une grosse force, parce que du coup, elle offre toutes les formations possibles et imaginables, mais pour autant, elle manque d'agilité finalement pour répondre à des questions qui peuvent être la transition, l'IA. Nous, pour vous donner un exemple, sur Constructis, on finance 7% de notre plan des compétences et de la transition écologique. 7%. Et on est l'OPCO numéro 1 de la transition écologique. Donc c'est peu. On peut mieux faire, mais... Mais là, justement, c'était un des points de départ de notre discussion avec Sébastien, dans nos discussions informelles, lorsque on entend bien l'impulsion des politiques publiques sur la transition énergétique. Nous-mêmes, c'était un des constats, on en a parlé ce matin, de l'enveloppe thématique de la transition énergétique qu'on souhaite dépenser et qu'on a du mal à dépenser. Alors, en réalité, nous aussi, c'est quelques millions d'euros ramenés au 130 sur le plan de développement des compétences, et si je ramène aux 2,4 milliards, on est sur un truc où on se dit c'est l'épaisseur du trait. Et malgré tout, ce trait, à part le conseil PCRH, le conseil aux entreprises, cette dépense pour l'action de formation, on a du mal à la faire. Et pour autant, dans tous les échanges là qu'on vient d'avoir, que ce soit avec vous, sur le BTP, tout ce qu'on a entendu dans les témoignages, on s'aperçoit que dans la pratique de la formation, ça commence à être introduit. Et ça a été évoqué un peu aujourd'hui, de se dire, mais finalement, est-ce que notre approche de lecture est la bonne aujourd'hui pour dire, ceci est une formation verte et celle-ci n'est pas une formation verte, qu'est-ce que ça serait exactement, quoi. Et donc ça amène un autre type de question. Alors, donnant la parole à la salle, est-ce que certains d'entre vous souhaitent réagir, ajouter, compléter, témoigner, contribuer? Il y a une dernière, alors
n'hésitez pas, mais par rapport à ce que disait Arnaud, effectivement, sur la mise en visibilité, on en a un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que vous considérez, les uns et les autres, que finalement, il y a peu d'appétence aujourd'hui pour ces formations-là? Les dirigeants d'entreprise, transition écologique, ce n'est pas forcément la bonne clé d'entrée. Est-ce que ça veut dire que c'est vain et pas souhaitable de mettre en visibilité les formations qui sont en lien avec la transition écologique, ou est-ce qu'il y a un vrai intérêt de les taguer, même en interne, du point de vue de l'OPCO, de les labelliser, de les recenser, d'avoir un endroit qui les mette en visibilité pour tous ceux qui auraient de l'appétence pour ce type de formation-là? Elle a toussé. Nous, on référence on recense, on référence pas, on recense les formations écologiques. C'est une bonne question, il faut déjà bien les identifier. Nous, on a la chance d'avoir un programme qui s'appelle le FIBAT, et donc les formations qui sont techniques sur l'économie d'énergie et qui permettent aux professionnels d'être éligibles au label RGE. Donc RGE qui permet donc en lien avec les normes. Ça, disons voilà. Pour les formations vraiment purement techniques et métiers. Plus globalement, par rapport aux formations, on a parlé de formations transverses, certaines formations soft skills qui pourraient être utiles à la transition. Est-ce que ça peut être souhaitable de les identifier davantage? Aujourd'hui, on a du mal à bien les identifier. Tu parlais de FSE. L'exercice du FNE était très intéressant pour nous. On avait une enveloppe, 22 millions, qu'on a dépensée. On a tout dépensé, mais on avait le phénomène où les OF nous appelaient pour dire comment je libelle ma formation. Tu mets biosourcé là avant. Et là, on voyait vraiment que c'était du greenwashing. On a bien performé pour le coup, mais là, on se rendait compte que l'appareil de formation avait du mal. Après, il y a des petites niches, il y a des opérateurs, tout le monde n'est pas mettre dans le même sac. Donc, la difficulté, c'est ça, vraiment la structuration de l'offre. Pour aller dans le sens de Sébastien, effectivement, il faut surtout qu'on n'incite pas au greenwashing, parce qu'en fait, on tord le modèle et à la fin, on n'obtient pas ce que l'on veut. En revanche, le mot taguer, moi je l'aime bien, c'est de se dire, ou labelliser, il faudrait qu'on trouve, où chaque OPCO avec les partenaires sociaux pourrait avoir une grille de lecture en disant, selon l'ensemble de ces critères-là, alors la formation, s'il y a bien ça à l'intérieur, et moi, je pense à l'économie de l'eau, l'usage de tel truc, à ce moment-là, cette formation est bien dans une boucle vertueuse de transition énergétique, et à ce moment-là, on pourrait créer un label, et dans le catalogue de formation, à ce moment-là, plutôt être proactif sur ce type de formation. Parce qu'il y a des travaux en cours au sein de la Caisse des dépôts et des consignations, notamment sur mon compte formation, pour, pas publié à ce jour, mais pour, comme pendant la Covid et le plan de relance, taguer c'est ça, un certain nombre de formations pour tous les utilisateurs, les bénéficiaires. Je crois qu'il y a même des travaux au niveau de l'OCDE sur le verdissement des dispositifs, CPF, PCRH. Je ne sais pas où ça en est, mais je trouvais que c'était une approche intéressante par le haut. Ce que tu dis, Sébastien, effectivement, nous, on y travaille avec l'OCDE, puisqu'on a une mission qui est chez nous, qui nous verdit nos dispositifs. Après, effectivement, je pense qu'à un moment, je rejoins ce que dit Arnaud. Il faut faire attention au greenwashing, mais il faut aussi taguer les formations. La ministre, cette semaine et la semaine dernière, a présenté un peu la réforme de l'apprentissage. Et il va falloir qu'on réfléchisse demain si on valorise un certain nombre de formations sur des métiers en tension, etc., que le gouvernement pourrait décider de plus valoriser en termes de prise en charge. Et je pense que la question des transitions écologiques et énergétiques sera un sujet en soi. Donc c'est important qu'on continue, puis ça, en tout cas les pouvoirs publics, nous, État, on est sensible à ce que ça continue et que ça se développe. Donc même si par rapport à ce qui s'est dit à cette table ronde, c'est-à-dire qu'on a quand même des entreprises qui ont de grandes difficultés à s'emparer du sujet parce qu'ils ne voient pas le... Alors en fait c'était intéressant parce qu'on ne voit pas le biais économique, mais si, parce que je repense à la boulangerie, le four... Il n'est peut-être pas dernier cri, mais quand on a vu la crise énergétique au moment où l'énergie coûtait extrêmement cher, on a des boulangers qui se sont dit « mais j'aurais peut-être dû investir dans un four dernier cri parce que j'aurais pu vendre ma baguette, parce que là je perds de l'argent vendre ma baguette ». Donc
le point de vue économique et de l'entreprise est important. Et tant que l'entreprise n'a pas compris finalement que les compétences énergétiques, écologiques a un intérêt sur sa propre économie, soit pour développer des marchés, par exemple dans le BTP, soit pour gagner en fait des coûts au sein de l'entreprise, ils n'ont pas compris. En fait, moi, je pense qu'on a intérêt à continuer à développer toutes ces compétences. Vous vouliez ajouter, Franck ? Oui, je vous rejoins totalement. Et je pense qu'en fait, c'est au-delà de taguer, il faut travailler l'impact. Il faut valoriser l'impact. En fait, l'impact pour un apprenant, c'est l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes dans la guerre des talents. On voit qu'il y a une réalité qui est en train de se tendre au niveau de certains métiers. Donc pour moi, l'impact au niveau de l'apprenant, c'est l'emploi. L'impact au niveau de l'entreprise, c'est le business. Et donc, à un moment donné, si je ne peux pas le valoriser sur un ROI à court ou moyen terme, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Et donc c'est là, vrai pour qu'il le coup... Oui, mais il y a plein de sujets qu'on n'a pas évoqués. Il y a aussi celui de quelle attestation des compétences acquises en lien avec la transition écologique, puisqu'aujourd'hui, finalement, en fin de parcours, on a juste une attestation de suivi de formation sans avoir des compétences qui sont formalisées. Alors, il y a le passeport des compétences, peut-être à horizon de 1 an, 2 ans, 3 ans, qui peut-être permettra d'eux, mais il y a aussi ce sujet-là de la mise en visibilité des compétences une fois le parcours terminé. Et là, pour l'instant, il n'y a pas trop de réponses. Ça aussi, c'est en suspens. Merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages.